Donc, l'époque moderne, on avait vu cela chez Descartes, on avait vu cela chez Hobbes. L'époque moderne, donc qui commence au début du XVIIe siècle, va se caractériser par la remise en cause d'une connaissance absolue du monde. Remise en cause d'une connaissance absolue du monde. On en voit déjà euh, le début, même si ce n'est qu'un début, chez Descartes. Vous vous souvenez, j'avais fait un cours sur la première méditation métaphysique de Descartes. Première méditation métaphysique qui commence par une remise en cause, une mise en doute de toutes les connaissances humaines au motif que elles ne sont pas certaines en raison du caractère douteux de nos sens, euh, puis plus radicalement de toutes nos représentations. Descartes, dans la première méditation métaphysique, va remettre en cause toutes les connaissances sensibles, en disant que parfois nos sens nous trompent, puis toutes nos connaissances purement intelligibles, par exemple les connaissances mathématiques, au motif que il est possible que mon esprit ayant été créé par Dieu, il ait été imparfaitement. Dieu, ce serait, pour ainsi dire, enfin, aurait failli dans la conception de mon esprit. Et à ce moment-là, en fait, c'était ce qu'on avait évoqué sous le nom de la théorie du code de Jean-Luc Marion. À ce moment-là, je n'ai pas le choix de penser que 2 plus 3 égale 5, mais je n'ai pas le choix non plus de me tromper quand je dis que 2 plus 3 égale 5. Je ne pourrais pas m'en rendre compte de toutes les manières. Alors, Descartes va sauver la connaissance, il va se sauver la cervelle, comme dirait Rouletabille, en démontrant l'existence de Dieu dans la troisième méditation. Mais c'est un saut périlleux. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle nos connaissances sont garanties, sont certaines, c'est que elles reposent sur la garantie divine, sur le fait que Dieu ne peut pas nous tromper parce qu'il existe et qu'en plus il est bon, donc il ne peut pas vouloir nous tromper. Mais on voit bien qu'un pas a été franchi. Seul Dieu, seule la démonstration de l'existence de Dieu, ce qui n'est quand même pas rien, peut garantir que 2 plus 3 font 5. Donc, on peut voir Descartes comme le dernier des anciens, d'une certaine manière, puisqu'il va sauver effectivement, il va sauver une connaissance absolue du monde. Effectivement, on peut être absolument certain de toutes les connaissances que nous allons acquérir, euh, à condition qu'elles soient acquises avec rigueur et avec méthode. Mais on peut voir aussi Descartes comme le premier ou l'un des premiers des modernes, puisqu'en réalité, toutes nos connaissances sont relatives à la démonstration de l'existence de Dieu, sont conditionnées par la démonstration de l'existence de Dieu.
est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, avec Kant, tout va changer. C'est-à-dire que Kant va assumer le fait qu'il n'y a plus de connaissance absolue du monde extérieur. Il n'y a plus de connaissance absolue du monde extérieur, il n'y a qu'une connaissance relative à l'esprit humain et à ses facultés sensibles. L'être humain est fini. Et il ne peut pas sortir de cette finitude. Alors, c'est ce que j'avais expliqué, c'est ce que j'avais expliqué comme étant le problème de la représentation à l'époque moderne. Est-ce que j'ai un feutre? Normalement, oui. Est-ce qu'il marche? Ça, c'est une autre question. Alors. Alors, il y a voilà comment on pouvait se représenter, c'est le cas de le dire, la question de la représentation à l'époque moderne, en tout cas du temps de Descartes. Ok, donc vous pouvez noter, prendre en note ce schéma. Ensuite, j'expliquerai ce qu'il signifie. Alors, la représentation est le problème de la représentation est structuré par la distinction entre l'en soi et le pour soi. Ou, si je dois donner une traduction
de l'en-soi et du pour-soi. L'en-soi, c'est l'absolu, et le pour-soi, c'est le relatif à soi, le relatif à soi-même. Si vous préférez, vous pouvez remplacer pour soi par pour nous. Pour nous. Ça sera peut-être même plus clair. Si vous avez des questions. Alors, phénomène, conscience réfléchie, substance, chose en soi ou nous-mêmes. Nous-mêmes. Qui s'oppose à phénomène. J'expliquerai la différence tout à l'heure. Vous me dites quand vous y êtes, vous devriez y être à peu près. Alors, toute la question, en fait, de la modernité, question qui ne se posait pas auparavant, sauf chez les sceptiques, toute la question de la modernité va être de savoir si le pour soi ou le pour nous correspond à l'en soi. Est-ce que le pour nous correspond à l'en soi? Ou pour le dire encore autrement, est-ce que le monde tel qu'il apparaît est le monde tel qu'il est? Est-ce que le monde tel qu'il nous apparaît est le monde tel qu'il est? Et tout le problème, toute la difficulté va être le passage du pour nous à l'en soi. Alors, chez Descartes, chez Locke et même chez Hume, ce schéma. Est-ce que tout le monde a pris en note le schéma? C'est bon? Ok. Ce schéma devient celui-ci.
Donc, Dieu va, d'une certaine manière, être le seul capable de connaître la chose en soi, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est. Indépendamment de toute représentation sensible. Mais comme Dieu est bon et qu'il ne peut pas nous tromper, il ne peut pas vouloir nous tromper, la chose en soi va être la cause de nos représentations. La chose en soi va être la cause de nos représentations sensibles, des phénomènes. Et donc, pour un penseur tel que Descartes, pour Hobbes, c'est non, mais pour un penseur tel que Descartes, je peux remonter du phénomène à la réalité telle qu'elle est. Je peux, à partir de l'analyse des phénomènes, découvrir la réalité telle qu'elle est. Or, ce que va dire Kant, c'est que ce schéma, cette représentation de la représentation, de la question de la représentation, c'est un cercle vicieux. C'est une réponse qui ne répond à rien, qui ne résout rien. Pourquoi? Parce que qui nous garantit que la chose pour nous correspond à la chose en soi? Il faudrait rajouter encore une garantie divine. Okay. Donc, ce que va dire Kant, c'est qu'on peut très bien concevoir un écart, ou plutôt une distinction, entre la chose en soi, la chose telle qu'elle est, et la chose telle qu'elle nous apparaît. Et on peut très bien considérer que Dieu nous permet de concevoir cet écart. Mais il ne nous permet pas, en fait, justement, il ne nous permet pas de le supprimer, cet écart, puisqu'il le creuse. C'est Dieu qui fait qu'il y a une différence entre la chose en soi et la chose pour nous. Donc ce ne peut pas être Dieu qui fait qu'il n'y en a plus. Autrement dit, ce que Kant va reprocher à ses prédécesseurs, que ce soit Descartes, que ce soit Leibniz, que ce soit Wolff, ce que Kant va reprocher à ses prédécesseurs, c'est qu'ils ont pris un problème pour une solution. Il y a
un écart entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'elle est pour nous. Le nom de cet écart est Dieu. Dieu est capable de voir, de concevoir la réalité telle qu'elle est et nous non. Nous ne pouvons que le faire par rapport à nous. Donc Dieu ne peut pas être la solution du problème qu'il pose. Est-ce que vous comprenez bien ça? les, les, les premiers penseurs de la modernité vont dire, ok, comment concevoir la chose telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est, le monde tel qu'il est? Bah, certainement pas à partir de nos propres facultés, puisque nos facultés sont relatives à nous-mêmes. Ok. Il faudrait concevoir un être tellement puissant qu'il est capable de connaître la réalité absolument, et on va donner à cet être le nom de Dieu. Donc, Dieu va connaître la chose en soi et l'être humain va connaître la chose pour lui, c'est-à-dire le phénomène, le monde tel qu'il apparaît, tel qu'il nous apparaît. Ok. Mais donc, on voit bien que Dieu est là pour exprimer le problème de l'écart entre le monde tel qu'il est pour nous et le monde tel qu'il est tout court. Il n'est pas là pour résoudre en fait cet écart, pour resserrer cet écart. Et comme je l'ai dit à vos camarades, on va assister à une transformation en fait du problème de la vérité en problème de l'objectivité. Le problème de la vérité, c'est le monde pour nous est-il le monde en soi? On est d'accord? Ça, c'était le problème de la vérité depuis Platon. Le problème que va poser Kant, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'était le problème de la vérité, ça va être le problème de l'objectivité. C'est-à-dire quel est le rapport entre la conscience et le phénomène, ou entre un sujet de connaissance et un objet de connaissance. Voilà la révolution que Kant va apporter dans le domaine de la philosophie de la connaissance. Il va substituer au problème de la vérité le problème de l'objectivité. Et il va abandonner la question de la chose en soi, parce que de toutes les manières, le trajet du sujet à la chose en soi via l'objet est impossible. On ne pourra jamais connaître le monde tel qu'il est
indépendamment de nos représentations. Connaître le monde, c'est se représenter le monde. On ne peut pas connaître la réalité sans cela représenter pour nous. Donc, toute connaissance du monde est relative à nos capacités de connaissance, à nos facultés de connaissance. On ne peut pas connaître en dehors de nos facultés de connaissance, indépendamment de nos facultés de connaissance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, si on commence la lecture de la critique de la raison pure, on va constater que Kant commence cette critique sur une question extraordinairement technique. Extraordinairement technique, et en apparence, il prend le problème de la représentation par le tout petit bout de la lorgnette. C'est le cas de le dire. Avant qu'on continue, est-ce que ça va, ça? Pas du tout. Okay. Pour le redire encore autrement, seul Dieu peut connaître la chose en soi, et comme on ne sera jamais à la place de Dieu, on arrête de se poser la question, on ne connaîtra jamais la chose en soi. Okay. À vrai dire, Kant va parler de la chose en soi, mais pour en montrer le caractère de limite de la connaissance humaine. On ne peut pas, on peut se représenter justement la chose en soi pour nous, c'est-à-dire comme une limite, comme un interdit en fait, pour la connaissance. On ne peut pas, et on ne pourra jamais savoir ce que c'est que la chose en soi. Alors, donc, quelle est cette question technique qui fait la terreur des élèves de terminale? Quelle est cette question? Donc, c'est pour ça que c'est pas mal que je vous en parle avant. Quelle est cette question technique que Kant va aborder, et plutôt par laquelle Kant va aborder la critique de la raison pure? Kant va se demander comment des jugements, accrochez-vous, synthétiques, a priori, sont possibles. Comment des jugements synthétiques, a priori, sont possibles. Alors, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un jugement, il faut que je vous explique ce que c'est que le synthétique, et il faut que je vous explique ce que c'est que l'a priori. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Un jugement, bon, c'est la même chose qu'un énoncé ou qu'une phrase déclarative. Un jugement, c'est une assertion qui relie un sujet et un prédicat. Okay. A et B, jugement. Donc c'est la liaison entre un sujet et un prédicat. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement synthétique? Un jugement synthétique s'oppose à un jugement analytique. Un jugement synthétique est un jugement dans lequel le prédicat ajoute une connaissance, c'est le sens de la synthèse. Synthèse, ça veut dire addition. Le prédicat ajoute une connaissance par rapport au sujet. Il ajoute une information
par rapport au sujet. Typiquement, tous les jugements empiriques, c'est-à-dire fondés sur l'expérience, sont des jugements synthétiques. Par exemple, voilà, votre sweatshirt est rouge. Bah, en fait, c'est pas la couleur rouge n'est pas inscrite de toute éternité dans le concept de sweatshirt. C'est votre sweatshirt qui est rouge. Et j'ai besoin de le voir pour le savoir. Et donc ce jugement va ajouter une information au concept de sweatshirt. Vous comprenez? Le jugement analytique. Dans analytique, il y a analyse. Le jugement analytique est celui qui va déployer les propriétés d'un concept, qui va faire sortir du concept des propriétés qui y étaient avant. Typiquement, un jugement analytique, c'est une définition. C'est une définition. Je sais pas moi, par exemple, un triangle est une figure géométrique fermée à trois côtés dont la somme des angles est égale à 180 degrés. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le triangle quand j'ai dit ça? Non. C'est-à-dire que j'ai simplement donné la définition du mot. J'ai simplement analysé ce que c'était qu'un triangle. Okay. Mais en revanche, si je dis, grosso modo, ce triangle est un triangle équilatéral, là c'est un jugement analytique ou synthétique? Synthétique, c'est-à-dire que je vous apprends quelque chose sur ce triangle. Alors, le jugement synthétique est souvent démonstratif, c'est-à-dire il va pointer un objet et il va dire ça, c'est comme ça. Okay. Le jugement analytique est souvent d'ordre général, c'est-à-dire c'est tout triangle est une figure, etc., etc. L'a priori maintenant et l'a posteriori. Alors, vous me permettrez de commencer a posteriori. Posteriori, pas posteriori. Le jugement a posteriori et le jugement a priori. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un jugement a posteriori. Et ensuite, vous me ferez, à mon avis, une remarque. Le jugement a posteriori, c'est le jugement qui ne peut être fait qu'après une expérience sensible. D'où le nom a posteriori. A posteriori, cela veut dire de manière postérieure, donc après. A priori, ça veut dire de manière antérieure, donc avant. Le jugement a posteriori, je répète, c'est celui qui ne peut être fait, qui ne peut être établi qu'après une expérience sensible, qu'après la conscience d'un phénomène. Typiquement, ce sweatshirt est rouge. C'est un jugement qui est synthétique et a priori ou a posteriori? Oui, a posteriori. Typiquement, ce sweatshirt est rouge. C'est un jugement qui est a posteriori, puisqu'il me faut l'expérience de ce sweatshirt, c'est-à-dire la vue, la vision de ce sweatshirt, pour le savoir. Et c'est un jugement synthétique, puisqu'il ajoute une connaissance au concept de sweatshirt.
Un jugement a priori, c'est un jugement qui peut être fait sur un objet avant toute expérience. Préalablement à toute expérience sensible. L'a priori, ça va être super important pour Kant, et on va voir pourquoi. Une petite remarque. Est-ce que vous voyez le problème de la question des jugements synthétiques a priori? C'est quoi la difficulté du jugement synthétique a priori? Réfléchissez 2 secondes là. Vous allez trouver. Je suis sûr que vous allez trouver. Qu'est-ce qui nous permet d'ajouter des connaissances à ce qu'on sait déjà? Quelle est la faculté? Oui. Oui, alors d'accord, mais qu'est-ce qui nous permet en fait, dans notre vie de tous les jours, d'ajouter des connaissances à celles que l'on a? Oui, d'expérience, on est d'accord. Donc, et en particulier l'expérience sensible, quoi qu'il arrive, même quand on lit un bouquin, c'est une expérience sensible. Ça passe par la vue. Euh, Autrement dit, tout jugement synthétique semble être a posteriori. On voit pas comment, on voit mal comment en tout cas, un jugement synthétique peut être a priori. Or, Kant va se poser sérieusement la question de savoir si et à quelles conditions un jugement synthétique a priori peut être possible. Ça va être son grand problème dès le début de la critique de la raison pure. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Pourquoi? Parce que l'a priori, c'est-à-dire ce qui peut être jugé, ce dont il peut être jugé indépendamment de toute expérience sensible, semble s'opposer au synthétique, c'est-à-dire à l'ajout d'une connaissance à une connaissance préalable. Alors, comment faire et comment comprendre ce problème? En fait, pourquoi Kant pose-t-il cette question? Il pose cette question parce que si le jugement synthétique a priori est impossible, si le jugement, ça faut le noter, si le jugement synthétique a priori est impossible, alors il n'y a pas de science et en particulier il n'y a pas de physique. Alors, je voudrais vous expliquer rapidement pourquoi. Et en fait, j'en étais resté là avec vos camarades, mais là, en fait, j'ai l'impression d'avoir reformulé de manière beaucoup plus claire ce que j'avais vu avec vos camarades. Donc la répétition, c'est la pédagogie, ou l'inverse, je ne sais plus. La reformulation, c'est la pédagogie. Que fait une théorie physique? Que fait Newton? Newton, c'est un astronome qui va non pas décrire la trajectoire des planètes après les avoir vues. Newton est un astronome qui va prédire nécessairement les trajectoires des planètes avant de les avoir vues, et même, parfois, parce qu'il ne les a pas vues. Il va pouvoir prédire la trajectoire des planètes avant de les avoir observées au télescope,
Et même dans certaines situations, il va pouvoir les prédire d'autant mieux qu'il ne les aura pas, qu'il n'aura pas pu les observer. Que fait une théorie physique? Une théorie physique fait des jugements synthétiques et a priori. Et typiquement, Newton va être quelqu'un qui va dire: je n'ai pas besoin d'avoir vu au télescope Vénus pour déduire un certain nombre de propriétés de Vénus. Des propriétés qui vont s'ajouter à la connaissance d'une planète dont il n'aura jamais eu de perception sensible. Et Newton va dire, par exemple, donnez-moi la distance de Vénus par rapport au Soleil, sa vitesse, et moi, je vous calcule sa masse. Je vous calcule sa masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que même si je n'ai pas vu, je n'ai pas perçu une planète, je peux en déduire un certain nombre de propriétés. Alors, l'exemple le plus spectaculaire de cela, de cette démarche scientifique, c'est la découverte par un astronome français qui s'appelle Le Verrier, qui a une rue à Paris, près de laquelle ma mère vit, la rue Le Verrier. Le Verrier va découvrir Neptune avant, c'est ça qui est génial, c'est ça qui confirme en fait l'intuition de Newton et de Kant. Le Verrier va découvrir Neptune avant d'avoir un télescope suffisamment puissant pour le voir, pour la voir. Enfin, Neptune, je sais pas, pour la voir, oui. Comment va-t-il s'y prendre? Alors, dans les années, au milieu du 19e siècle, je crois, alors je ne crois pas parce que j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux, en 1846 très exactement, Le Verrier va prédire mathématiquement l'existence et la position d'une planète qui sera donc celle de Vénus, pardon, celle de Neptune. Pourquoi? Parce qu'il va constater que l'orbite de Vénus, justement, l'orbite de Vénus est perturbée, pardon, l'orbite d'Uranus, excusez-moi. L'orbite d'Uranus est perturbée par quelque chose qui ne peut pas ne pas être là. Okay, l'orbite de la planète d'Uranus va être modifiée et en fait, la thèse, enfin l'hypothèse plutôt de Le Verrier, c'est qu'elle ne peut pas être modifiée par rien. Elle est donc modifiée par quelque chose. Quelque chose qui, selon les lois
de la gravité de Newton peut être calculé dans ses dimensions de masse et dans sa position. On peut calculer la position du corps et la masse du corps qui va perturber la trajectoire, l'orbite d'Uranus. Okay. C'est ça, un jugement synthétique a priori. Un jugement synthétique a priori, c'est un jugement qui va dire que je peux déduire du fait qu'il se passe quelque chose, que quelque chose a causé ce phénomène. Quelque chose a causé ce phénomène. Est-ce que vous avez bien compris ça? Okay. Donc, le jugement synthétique a priori, c'est le jugement qui me permet d'ajouter une connaissance, indépendamment de toute expérience sensible. Et c'est là-dessus que roule toute la science. Toutes les sciences dures vont précisément reposer sur le jugement synthétique a priori. Okay. Alors, est-ce que vous avez bien pigé ça? Demain, on s'attaquera, parce que là, il nous reste trop peu de temps pour s'y attaquer sérieusement. Demain, on s'attaquera au problème de la causalité. Au problème de la causalité. La deuxième raison pour laquelle, la raison principale pour laquelle Kant va écrire la critique de la raison pure, c'est qu'il va s'opposer sur la question de la causalité à un philosophe qui s'appelle David Hume, philosophe des Lumières écossais. Et c'est cette opposition, en fait, qui va faire l'originalité de la position kantienne sur la représentation du monde. Voilà. Je vous libère, j'ai l'impression que le week-end a été agité, plus agité encore pour vous que pour moi. Et je vous dis donc à demain. Voilà.